nous allons vous présenter une série de jeux qui sont très intéressantes sous l'appellation du terme Warhammer. Warhammer a connu un ancêtre qui s'appelait, que vous voyez là, pour le décor du jeu. Mais ce n'est pas ce jeu que nous allons vous présenter aujourd'hui, mais bien effectivement les règles de base du Warhammer. Le Warhammer est constitué à la fois de décors, et là vous en voyez quelques extraits, d'ouvrages comme celui-ci, et ces ouvrages sont très nombreux et possèdent des règles très diverses puisqu'il y a des Warhammer de différents niveaux. Nous avons à la fois, comme vous le voyez sur ce plateau, des figurines, également un maître, également des dés, également des plateaux mouvants, et bien sûr, autour de tout ça, il va y avoir des règles précises que notre ami va se faire un plaisir de vous expliquer pour que vous ayez les bases du jeu. Le Warhammer... Au décor, comme vous pouvez le voir, il y a également des dés à 6 faces et différentes figurines, ici de la cavalerie, de l'infanterie, des monstres ou des chars. Le jeu se joue au tour par tour. Durant un tour, le maître sert à mesurer pour voir si une action est possible ou non, et les dés servent à définir si la réaction est une réussite ou un échec. Le but du jeu est donc de vaincre son adversaire grâce à une armée que l'on aura montée. Cette armée, nous pourrons éprouver pour elle différentes affinités selon la race, les monstres, voire les machines de guerre pour certaines armées. Il faut savoir qu'au Warhammer, les gens qui jouent à cela sont conquis à la fois par de jolis décors, de bons scénarios et des règles simples. Mais ces règles simples ont quelquefois du mal à s'appréhender et on ne sait pas toujours par où commencer dans ce type de jeu. Et c'est cela qu'aujourd'hui nous essayons de vous expliquer dans cette vidéo qui sera quand même assez courte. Le placement des décors se fait d'un commun accord. Alors cet accord là, en l'occurrence aujourd'hui, c'est sur des décors que mon ami a ramené. Mais ça pourrait très bien être sur une table ou sur un plateau d'une autre couleur, etc. Les monstres comme les décors pourraient être tout à fait placés différemment. Il faut donc savoir que c'est au gré du joueur. Ensuite, il y a naturellement un scénario qui correspond à quelque chose. À ce jeu, comme vous le voyez en ce moment, les monstres remuent et avancent ou reculent en fonction du résultat qui a été décrété par le centimètre et par le lancer des dés. Donc les monstres ont avancé ou ont reculé, et ça va être constamment des éléments comme celui-ci qui vont se produire, avec des monstres qui avancent, qui reculent, des choses qui bougent en quelque sorte, des règles qui ont un rapport avec le scénario et qui permettent de concrétiser des actions. Comment va-t-on gagner à ce jeu? Eh bien, c'est simple. Généralement, les deux adversaires se mettent d'accord sur une durée de la partie en nombre de tours. Généralement de 4 à 6. À la fin de ces tours, chaque joueur compte combien de points d'armée il a pris à l'adversaire. Celui qui a détruit le plus de figurines est déclaré vainqueur. Là, nous venons donc en quelques minutes de vous expliquer les règles d'une partie de Warhammer Fantasy donc. Il y a donc plusieurs sortes d'autres Warhammer, comme notamment le Warhammer assez connu qui s'appelle le Warhammer 40 000. Il s'agit d'un autre type de Warhammer. La principale différence entre Warhammer 40 000 et Warhammer se situe au niveau des unités. À Warhammer, elles sont déployées en formation. À Warhammer 40 000, elles sont déployées en escouade. Donc à Warhammer 40 000, les unités se déplacent plutôt de cette manière, en respectant l'espacement de 2 ponts entre chaque figurine, tandis qu'à Warhammer, les unités forment obligatoirement des blocs. Voilà donc une première approche, parce qu'il ne peut s'agir là que d'une approche. Nous sommes dans une explication pour des néophytes, pour des gens qui n'ont jamais joué à ce jeu-là et qui veulent essayer de comprendre un petit peu ce qu'est le Warhammer. Donc on vous explique là présentement le début. Alors revenons au Warhammer Fantasy que nous faisions au début. Là nous avons montré la différence qu'il pouvait y avoir au niveau préalable entre le Warhammer 40 000 et le Warhammer Fantasy. Eh bien, à l'issue de cela, on va vous montrer un petit peu comment se passe une action de déplacement dans le Warhammer Fantasy. Et là, mon ami va donc vous l'expliquer plus en détail que moi. Première phase, déclaration des charges. Ici, les troupes sont trop éloignées les unes des autres. Donc, nous passons à la phase de mouvement. Toutes les troupes ont un mouvement.
Les troupes ont un mouvement de base de 5 pouces et en main forcée peuvent faire 2 fois leur mouvement, donc 10 pouces. Je pourrais les avancer jusqu'à plus de la moitié de la table. Elles se retrouveraient seulement à ce moment-là exposées aux troupes ennemies. Je ne vais donc les avancer que jusque le couvert. Le char, lui, a un plus grand mouvement, mais il ne peut pas faire de marche forcée. Je l'avance donc légèrement, de manière à pouvoir charger au tour suivant. Les cavaliers, eux, ont un mouvement comme le char, mais peuvent également faire une marche forcée. Je vais tenter une manœuvre de contournement de l'ennemi. C'est une manœuvre, je pense, que ton adversaire voit directement lorsque tu le fais en même temps. Ça. Oui. L'adversaire voit tout. À Warhammer, nous pouvons mesurer à tous les tours. Mon sorcier disposant d'un sort d'une portée de 24 pas, je vérifie s'il est effectivement à portée de la troupe ennemie. Ce n'est pas le cas et je décide donc de l'avancer de quelques pouces afin qu'il soit à la portée de mon ennemi. Alors c'est aussi un jeu d'adresse, je vois, cher ami. Oui, les figurines sont en plan. Eh oui, elles peuvent aussi tomber, et nous ne sommes pas dans un jeu de plateau, nous sommes dans un jeu assez élitiste quand même, avec de belles choses. Il ne faut pas oublier que ces figurines sont souvent peintes à la main par de véritables experts, comme l'est mon ami d'ailleurs, et tout ça est à la fois très beau à jouer, et très beau à voir surtout. Après la phase de mouvement, arrive la phase de magie. Durant cette phase, le joueur actif lance 2 dés qui détermineront les vents de magie. Ici, j'ai fait un 4 et un 2. Cela signifie que le mage des elfes noirs aura 4 plus 2 dés de pouvoir. Je lance également un dé par magicien dans mon armée. Sur un 6+, j'en aurai un supplémentaire. Ce n'est pas le cas. Le joueur nain, lui, disposera de 4 dés de dissipation, celui-ci étant le plus grand des 2 chiffres faits lors du jet. Maintenant, je vais lancer la boule de feu avec mon magicien. Il me faut un 7+, pour lancer le sort et je dispose de 6 dés de magie. Je vais donc lancer 3 dés et il faudra que je fasse plus de 7 pour que le sort passe. Je fais 4 et 4, 8 et 3, 11. Donc le sort passe là. Donc le sort passe. Mais ça aurait pu être le contraire. Le joueur nain décide d'essayer de contrer mon sort en lançant à son tour 4 dés de magie. Il fait un double 6, ce qui dissipe automatiquement mon sort. Je croise les doigts en espérant qu'il passera au prochain tour. Nous passons maintenant en phase de tir. Seuls les cavaliers sont équipés d'armes de tir. Ils peuvent tirer 2 fois. Donc, je dois obtenir de base du 3+. Mais vu qu'ils sont assez loin de leur cible et qu'ils tirent plusieurs fois, il me faudra donc du 5. Je décide de tirer sur leur canon qui leur fait face. Je réussis de nombreuses touches. Je relance les dés. Pour le blesser, le canon étant assez endurant, il me faut des 6. Je ne réussis pas à blesser le canon. Le tour du joueur elfe noir se termine donc sur cet échec cuisant. C'est au tour du nain. Le nain étant plutôt une armée de tir, il décide de ne pas bouger et d'essayer d'abattre son adversaire. En premier lieu, il décide d'essayer d'abattre le char avec ses arbalétriers. Il prend donc une mesure. Le char se trouvant à moins de la moitié de la distance maximum des armes du nain, celui-ci peut tirer avec toutes ses armes et touchera sur du 4+. Je lance donc mes dés. Je réussis 3 touches seulement. Le char ayant une assez grosse endurance, il me faut donc du 6 pour le blesser. Je réussis une touche. Maintenant, le joueur a le droit à une de sauvegarde. Les armes nains étant assez puissantes, celle-ci sera modifiée de -1. Il faudra donc au char réussir un 5 pour esquiver la blessure. Le char ratant sa sauvegarde, il perd donc un point de vie. Certaines figurines ont plusieurs points de vie, c'est le cas du char. Il perd donc un point de vie, mais continue le combat. Nous sommes donc actuellement, comme vous pouvez le voir, donc dans une partie à 2 joueurs, où les 2 joueurs se sont exprimés et ont pu chacun avaliser en quelque sorte une riposte au coup de l'autre.
Comme vous le voyez, il y a des dés, des lancers de dés, de nombreux lancers de dés, ce qui sous-entend effectivement un paramètre de chance qui n'est pas négligeable. Mais ce paramètre de chance est tout de même contourné par d'autres règles qui permettent de faire des actions qui sont plus ou moins pensées et qui ne se font pas au hasard. Et c'est cela qu'il faut qu'on essaye d'introduire dans ce film et que vous compreniez bien que ce jeu n'est pas uniquement un jeu de lancer de dés et de chance comme aux petits chevaux ou à d'autres chevaux ou à d'autres jeux du même genre. Le joueur nain décide de tirer avec sa catapulte sur les cavaliers. Il place le gabarit sur une des figurines, ici celle-ci. Puis il lance 2 dés spéciaux qui détermineront une direction et une distance dans laquelle le tir déviera. Il se trouve que le dé a donné un hit. La figurine est donc bien touchée, et vu la taille du gabarit, toutes ces unités seront touchées. Celle touchée sous le gabarit reçoit une touche plus forte que les autres et sera donc blessée sur du 2+. Le joueur nain ayant obtenu un 3, la figurine est retirée comme perte car sur la levée de catapulte sous le centre, il n'y a pas de sauvegarde. Donc elle disparaît du jeu. Elle disparaît donc du jeu. Ensuite, les 3 autres figurines seront blessées sur du 4+, ne recevant que des éclats. J'aurai ici une blessure. Les cavaliers ont une sauvegarde de 4+, qui n'est pas modifiée. La sauvegarde est réussie. Le joueur nain décide avec son canon-orgue d'essayer d'achever les cavaliers noirs qui ont déjà perdu une figurine. La réorientation est gratuite, il prend sa mesure. L'unité étant à moins de la moitié de la portée, il n'aura besoin que de faire des 4 pour toucher. Le canon-orgue étant une machine bien particulière, il lance 2 dés d'artillerie pour savoir combien il fait de tirs. Il en réussit 6 et 4, 10. Il réalise en tout 10 tirs. Les tirs sont sur du 4+. C'est une belle réussite. Seuls quelques tirs ont échoué. Le canon-orgue étant plus puissant, il blessera les cavaliers sur du 2. Et étant d'une force excessive, les cavaliers n'auront pas le droit à une sauvegarde et finissent donc exterminés. La sorcière, ayant vu l'extermination de ses disciples, risque de paniquer. On fait donc ce qui s'appelle un test de commandement sur 2 dés. Il faut faire moins que son commandement qui est de 8. Le jet est réussi, la sorcière garde donc son sang-froid et ne panique pas en voyant ses amis détruits. Le nain annonce donc sa fin de tour sur cette magnifique réussite. Comme vous pouvez le voir, les nains sont plus forts au tir. Les elfes noirs vont maintenant jouer et prouver quant à eux leur supériorité au niveau des corps à corps. Pour venger ses pertes, le joueur elfe noir va donc décider de charger et avant toute autre action déclarer ses charges. Il déclare donc une charge de son char sur le canon orgue. Il mesure la distance. Le char se trouve à 14 pouces de sa cible. Ayant un mouvement de 8, il lui faut donc faire 6 ou plus sur 2 dés pour les atteindre. La charge est réussie. À ce moment-là, l'adversaire peut déclarer sa réaction. Le joueur nain étant courageux, il va défendre sa machine de guerre. Et nous mettons la figurine au corps à corps. Pour continuer dans cette optique, le joueur elfe noir va également déclarer une charge avec ses corsaires sur les arbalétriers. Ceux-ci se trouvent à 13 pouces. Ayant un mouvement de 5, il leur faudra donc faire 8 ou plus sur 2 dés. Ils réussissent également leur charge. Le nain a le droit à une réaction. Cette réaction s'appelle le tir de contre-charge. Chaque figurine de nain, voyant l'ennemi arriver étant équipée d'armes de tir, peut décider de tirer, ce qui est le cas. Normalement, ils devraient toucher sur du 4+, mais étant impressionnés par la charge de l'ennemi, ils toucheront sur du 5. Le nain réussit beaucoup de tirs au but. Il blessera son adversaire sur du 3+. Il réussit ainsi 3 blessures.
Le joueur elfe pourra sauver ses figurines sur du 6 car ils ont des capes en peau de dragon qui est une protection relativement efficace. Malheureusement, il ne réussit à en sauver aucune. Les corsaires elfes noirs arrivent au contact des nains. Ensuite, la sorcière décide de venger les cavaliers en lançant une boule de feu sur la machine de guerre. Donc, j'ai de vent de magie. La sorcière obtient donc 6 dés de magie et les nains 4. Elle décide de lancer son sort au niveau maximum. Elle doit donc obtenir 18+. Pour cela, elle décide de lancer tous les dés. Elle réussit un très joli score de 4 et 4, 8 et 10, 18 et de 20. Le nain décide de lancer ses 4 dés. Et malheureusement pour lui, il ne réussit pas à dissiper le sort. Le sort inflige donc 3 des 6 touches de force 4 à la machine de guerre. Dans ce cas-ci, 10, 14 touches. Ayant une force de 4 contre lance de ronce de 7, il lui faut donc des 6 pour blesser. Elle inflige 2 blessures à la machine de guerre. Les machines de guerre ont ceci de spécial que leurs points de vie sont comptés par leurs servants. On enlève donc 2 servants à la machine de guerre. Fin de la phase de magie. Ce tour-ci, toutes les figurines de tir des elfes noirs étant mortes, nous passerons directement à la phase de corps à corps. Le joueur elfe noir décide de résoudre le corps à corps du char en premier. Lorsqu'un char impacte une unité, il cause 1 des 6 touches d'impact, plus 1 car il est équipé de fou. Il inflige ici 4 touches d'impact de force 5. Lors d'un impact, les touches sont résolues contre l'équipage et non contre la machine. Il faut donc du 2 pour blesser. J'inflige 4 blessures, il n'y a que 4 servants. La machine est donc détruite. Voilà donc un petit peu ce qu'il faut voir dans une partie. Les combats, comme vous pouvez le voir, sont des combats qui se règlent au dé. Donc il y a aussi une part de chance, comme dans beaucoup de jeux, et malheureusement, ou bien heureusement on va dire. C'est peut-être aussi ce qui fait toute la richesse d'un jeu, qui est aussi une part de chance. Et dans ce genre de jeu, la chance influe pour beaucoup, mais en même temps apporte un véritable plus dans ce type de combat. Lorsque l'on tue son ennemi en une seule phase de corps à corps, l'on peut décider de poursuivre sa charge, ce qui mettra peut-être le char hors de portée de la machine de guerre des nains. Pour ce faire, nous lançons 3 des 6 et nous gardons les 2 plus grands scores. Ici, 8 pas. Le char elfe poursuit donc sa charge sur 8 pas. Il sort ainsi de la table et se met en sécurité. Il reviendra au prochain tour depuis l'endroit où il est sorti et pourra faire un mouvement normal. C'est maintenant au tour des corsaires. Les corsaires ayant une meilleure initiative, ils frapperont avant les nains. Les corsaires sont dotés chacun de 2 armes de corps à corps, ils effectueront 2 attaques chacun. Donc 5 figurines au premier rang fourniront 10 attaques, et le deuxième rang fourniront chacun une attaque de soutien pour un total de 12 attaques. Les elfes noirs doivent faire du 4 pour toucher les nains. Donc, les elfes sont des créatures haineuses et elles haïssent toutes les races. Je peux donc relancer mes jets ratés, ce qui ce tour-ci me sera utile vu que je n'ai pas réussi. Je relance donc tous mes échecs. C'est déjà mieux. Et ainsi pas mal de touches. Les elfes ont une force de 3 et les nains une endurance de 4. Il leur faut donc du 5 pour blesser ces derniers. Les elfes étant énervés par le précédent tir, ils réussissent 5 de leurs touches. Les nains étant équipés de boucliers et d'armure légère, ils ont une sauvegarde de 5+. Donc chaque 5 sauvera un nain. Je n'en réussis que 2. Ils ont aussi une sauvegarde de bouclier, une sauvegarde invulnérable à 5+. Je n'en réussis aucune. 3 nains meurent donc des suites de leurs blessures. Il est recommandé de les garder à côté, car les nains vont maintenant répliquer. Il leur reste donc 8 nains qui fourniront donc... Mais la réplique se fait automatiquement ou elle se fait sur... La réplique se fait automatiquement sur les figurines qui ont tapé. Seuls les survivants tapent.
Ils ont ainsi 8 attaques qui touchera sur du 4+. De nombreuses attaques ont touché. Les elfes noirs sont un peu moins endurants et du 4+ suffira donc à les blesser. Les nains étant fatigués, ils n'ont pas réussi beaucoup de touches. Grâce à leur cape en peau de dragon et à leur armure légère, les elfes noirs bénéficient aussi d'une sauvegarde à 5+. Ils en réussissent une. N'étant pas équipés de boucliers, ils subissent 2 pertes. Nous regardons maintenant le résultat de combat. Les elfes noirs ont fait 3 morts. Ils marquent donc 3 points. Ils ont également 1 point pour la charge et 1 point pour leur bannière. Quant à eux, les nains n'ont fait que 2 morts. Ils perdent donc le combat de 3 points et devront tester sur leur commandement 1-3. Ayant un commandement de 9, ils devront donc réussir un 6. Les nains réussissent leur test de commandement et tiennent fièrement face aux elfes noirs. Nous arrêterons ici notre explication, et si vous êtes désireux de savoir comment se déroulera la fin du combat, à vous de jouer. Absolument. Il faut bien voir que ce jeu est donc un jeu de succession de combats. Ces combats sont repris dans les règles, qui sont dans un livre. C'est facile à comprendre. Il suffit de s'y mettre. Les volontaires, les gens qui ont envie de se mettre à ce type de jeu, ils verront tout un plaisir, toute une joie de pouvoir faire des jeux particuliers qui ne sont ni des jeux de plateau, ni des jeux de plein air. C'est un type de jeu un peu différent. Il existe également des jeux de figurines dont mon ami va nous donner quelques grandes lignes. Pour vous présenter un nouveau type de jeu qui se rapproche indirectement des figurines, pour tout dire. Et voici. Vous avez ici le jeu War Machine. C'est un univers plutôt steampunk, mélangeant magie et machine, type 19e siècle. Le genre est plutôt Angleterre victorienne. Ici, nous avons Dust Tactique, qui est un uchronisme sur la Deuxième Guerre mondiale, voire la première qui n'aurait pas pris fin et qui se prolongerait encore dans les années 40. Ici, nous avons Warhammer 40 qui est le penchant futuriste de Warhammer. Et enfin, nous avons Warhammer que nous vous avons déjà présenté. Voilà donc un regard, on va dire, c'est un regard attentif, qui ne sera pas suivi d'explications dans cette vidéo, mais qui vous montre d'autres jeux qui se rapprochent un petit peu de ce que nous venions de faire avec cette règle du Warhammer Fantasy que nous avons traité aujourd'hui. Maintenant, cette vidéo donc s'achève. Nous espérons qu'elle vous aura fait plaisir et vous aura permis et vous permettra aussi de bien appréhender la suite des événements et éventuellement de vous y mettre. Voilà, à une prochaine, au revoir.